Attends. 3, 2, 1. Bonjour à toutes et à tous. Alors je commence doucement, le temps qu'on ait peut-être d'autres personnes qui nous rejoignent. Euh, Merci à tous déjà pour votre présence. Je m'appelle Redouane Bouchane, je suis entrepreneur, start-upper, derrière le projet et le produit qu'on va vous présenter aujourd'hui sur cette session. Donc en compagnie de mon associé Ahmed Belabas, on a développé une solution d'apprentissage en réalité augmentée, réalité virtuelle pour apprendre l'anglais. Le déroulé de cette présentation, il va être assez simple, il va être assez intuitif, naturel. L'idée, c'est vraiment de faire un retour d'expérience, de présenter différents aspects de ce projet, de cette initiative pédagogique innovante. Je pense que les différentes dimensions, je vais les évoquer aujourd'hui, c'est l'ADN de notre startup, le why, pourquoi on a monté ce projet, faire un petit mot sur la pédagogie qu'il y a derrière, et dans un troisième temps, l'aspect aventure entrepreneuriale et quelles ont été les différentes étapes de mise en place de ce projet. On a grosso modo 1 heure ensemble, 45 minutes, 1 heure. Moi, j'aimerais vraiment baser cette intervention sur le partage. Donc, j'ai un peu expliqué le déroulé pour faire émerger d'éventuelles questions de votre côté. Donc, n'hésitez surtout pas à participer via le chat, à poser vos questions. Après, Jérémy me les transmettra, il me les affichera. Et en fonction, je pourrais soit faire des petites digressions, m'arrêter, ou sinon laisser ça ensuite pour la fin de l'intervention. Mais globalement, voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si on commence de suite ou on attend encore un peu de monde. Il y aura aussi 2 vidéos qu'on va présenter pour que vous ayez à distance une visibilité claire de ce qu'est Mirabeau. Voilà, donc alors je vais me lancer. Rinbo, donc c'est la start-up qui est derrière Mirabeau. Elle a été cofondée par Ahmed Belabas et moi-même. Et du coup, il est intéressant d'expliquer quelle a été l'initiative qui s'est posée en premier lieu dans la fondation de cette start-up et quelles ont été les étapes qui ont suivi. En fait, Ahmed est un passionné de technologie, autodidacte. Donc, il s'est fait tout seul d'un point de vue apprentissage. Il a arrêté l'école assez tôt. Et arrivé à 25 ans, il en a eu marre de travailler dans des boulots divers et variés sans forcément avoir une qualification académique haute, mais je dirais aussi sans avoir cette vision de procurer un impact sur le monde qui l'entoure. Et en fait, étant créatif, passionné de technologie et voyant sa fille passer ses journées sur la tablette, il a tout simplement pensé à développer quelque chose parce qu'il avait peur en fait pour l'avenir de sa fille. Dans son cheminement, il s'est déjà orienté vers les métiers du digital en devenant développeur autodidacte, donc en se formant sur Open Classroom puis sur YouTube. De fil en aiguille, il a développé ses compétences et il a développé des sites internet à son compte pour des clients, des amis. Et il a très vite senti le potentiel des technologies immersives que sont la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et pour revenir vraiment à la genèse de la genèse, il est tombé sur une étude scientifique malaisienne qui expliquait en fait le potentiel de la technologie immersive et notamment de la réalité virtuelle, réalité augmentée, dans le traitement des troubles de l'apprentissage pour des enfants. Et du coup, lui-même, quand il est revenu sur son parcours personnel, il était dyspraxique du langage, multidys. Il a fait tout le parcours orthophoniste, psychomotricien, etc., ergothérapeute. Et il s'est rendu compte de la galère en fait qu'il a vécue et il s'est dit si la technologie peut permettre d'avoir des solutions à ce problème-là, pourquoi pas se lancer. Donc il a imaginé une application pour sa fille. Ensuite, il l'a testé. Il l'a testé chez ses voisins ont apprécié, et du coup, à la suite de ça, il s'est dit, il y a peut-être un potentiel pour en faire un projet.
Et à partir de là, il a écumé les startup week-end, les événements en fait pour prendre en fait des idées, pour se former, pour affûter, pour rencontrer des utilisateurs ou des professionnels. Et l'idée de base, c'était vraiment de développer une thérapie. Et là, ça va être intéressant parce qu'on va partir dans la dernière partie sur toute cette idée de parcours à la fois entrepreneurial mais aussi utilisateur, et pour qu'on vous explique un peu les choix qui se sont présentés à nous et comment après on les a opérés, et après les différentes conséquences qui se sont produites. Et Ahmed, en fait, dans son parcours, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Sa grande difficulté, c'était quoi? C'était l'apprentissage de l'anglais. Auparavant, comme je disais, l'idée principale, c'était de faire une thérapie via la réalité augmentée, réalité virtuelle, mais en tant qu'entrepreneur autodidacte et en se frottant, parce que quand on veut faire une thérapie, on va voir des labos. Les labos pour les études cliniques, etc., ça nécessite initialement un gros montant de frais, chose qu'on n'était pas capable d'assumer dans les débuts. Et du coup, en retournant autour des problématiques qu'on avait, on s'est rendu compte en fait que l'anglais était un vrai pain point. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'autodidacte, quand on veut apprendre l'informatique, quand on veut aller dans les forums pour poser ses questions, parcourir des documentations, tout se fait en anglais. Et après, c'est à ce moment-là, moi, que je l'ai rencontré. Et moi-même, étant passionné de langue, je me suis toujours rendu compte, en fait, à travers mon parcours personnel, l'impact que pouvait avoir la connaissance d'une langue dans le développement de contacts, dans la création d'opportunités, dans le dialogue entre les peuples. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose au niveau des langues. Et quand on s'est rencontrés et qu'il m'a expliqué le projet, j'ai d'abord amené mon neveu pour qu'il teste l'application, le prototype. Et quand j'ai vu son adhésion directe, j'ai dit bon, faut qu'on y aille et faut qu'on monte quelque chose. Et à partir de là, on a développé le premier prototype de Mirabeau, qui est une application de réalité augmentée, réalité virtuelle. On peut dire à Jérémy de mettre la première vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le produit. Et ensuite, on partira un peu plus peut-être en détail sur la pédagogie. Donc cette vidéo, c'est la présentation d'une expérimentation au sein d'un collège de Seine-Saint-Denis. Et du coup, on présente le produit donc sur des classes de collège. Et le but de cette expérimentation, c'est de tester l'apprentissage de l'anglais via Mirabeau sur différents publics. Si ça marche pas, il y a les sous-titres et je peux commenter. Hein. Ouais. C'est bon? Ok. Donc cette vidéo, elle me tient particulièrement à cœur parce que elle se déroule en fait dans mon ancien collège, le collège où j'ai grandi. Et du coup, on a développé Mirabeau, on a commercialisé, et du coup, on a remporté un appel à projet avec le département de Seine-Saint-Denis pour équiper 5 collèges. Et franchement, vous pouvez pas savoir quelle est la sensation d'arriver dans son ancien collège et de déposer un produit pour se dire que les enfants vont apprendre grâce à ce produit. Donc ça vous permet de voir un peu les enfants en situation. Mirabeau, c'est un casque de réalité virtuelle assorti d'un livre, et ça marche à la fois sur smartphone et sur tablette. Et du coup, c'est une application avec 55 leçons d'anglais, un apprentissage immersif, des leçons, et donc avec différents types de leçons qui permettent aux enfants en fait d'apprendre. Le triptyque de cette pédagogie, c'est l'immersion, l'interaction et la répétition. Donc, avant de détailler la pédagogie, on va parler du moteur de Rinbo.
Je vais reprendre une citation d'Idriss Aberkan ou un concept, je ne sais pas d'ailleurs s'il est originaire de lui ou pas, c'est vraiment le love can do. C'est comment? Ça peut continuer, on peut revenir, il n'y a pas de souci. Donc en fait, le love can do, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est comment en fait, quand on va parler d'innovation, quand on va parler d'apprentissage, on va arriver sur un concept ou un état d'esprit qui va être que c'est la passion qui va être moteur. Et dans les discussions qu'on a avec Alexandre, avec SBT, on se rend vraiment compte que finalement, dans les neurosciences ou autres, c'est plus seulement le cerveau qui va dicter l'envie d'apprentissage, mais il y a toutes ces dimensions de passion, il y a toute la dimension du cœur à l'ouvrage qu'on va mettre, et c'est ce qui nous anime, nous, à la fois chez Rinbo pour le développement de Mirabeau, et c'est ce dont on se rend compte au niveau de l'impact qu'on peut avoir sur les apprenants, c'est vraiment de comment attirer leur intérêt, stimuler leur attention, et permettre en fait d'avoir des résultats. C'est ce que Maria Montessori disait, il suffit pas en fait de capter l'attention des apprenants pour leur permettre d'apprendre, mais les meilleurs outils, c'est ceux qui maintiennent cette attention concentrée, et c'est à partir de là qu'on obtient des résultats qui deviennent étonnants. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de développer un produit avec passion. Ça nous permet aussi en tant qu'entrepreneur de braver les étapes et de contourner les obstacles quand il y en a. C'est aussi la gamification de l'apprentissage. C'est comment on va utiliser les techniques, les technologies immersives, le jeu vidéo et voilà tout un mix en fait qui va permettre de stimuler, d'attirer les enfants pour qu'ils puissent en fait au final apprendre sans s'en rendre compte. Et ensuite, le potentiel de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée en immergeant l'apprenant. On a les enfants, mais aujourd'hui, après, ça s'élargit, mais en immergeant l'apprenant dans un contexte qui va permettre, en fait, je ne suis pas scientifique, académicien ou autre, les sources me manquent, moi, c'est plus le pragmatisme, en fait, qui va parler, mais en l'immergeant, en activant certaines parties de son cerveau qui vont faire en sorte que, quand il revient à la réalité, l'expérience a été tellement forte, en fait, qu'il a pu vraiment s'imprégner de ce qu'il a appris. Et du coup, je vais faire une petite digression, mais c'est un truc marrant qu'on a vu récemment. Il y a un éleveur turc qui a équipé ses vaches de casques de réalité virtuelle. Et pourquoi il a fait ça? En fait, il met un casque de réalité virtuelle et projette une prairie avec un peu de musique, le vent, des effets sonores. Et il se rend compte en fait que ces vaches, lors de la traite quotidienne, elles sont dans un état d'esprit zen. Et du coup, ça leur permet en fait de produire plus de lait. Je crois qu'il a produit, vous tapez ça sur Google, vous allez retrouver la vidéo, c'est un reportage. Et en gros, ça permet d'augmenter la production quotidienne de lait de 20 à 25%. Et du coup, on se rend compte, ça revient au love can do, ça revient à la passion, ça revient au fait de mettre l'enfant dans les meilleures dispositions. Et du coup, ça permet en fait de développer des résultats qui sont plus intéressants. Donc, ceci étant dit, que ce soit sur l'ADN, sur l'impact, la dernière des choses, dans notre ADN, c'est vraiment, notre slogan, c'est Tech for Everyone. Pourquoi? On aimerait avoir un impact positif double. La première dimension de cet impact, c'est comment utiliser la technologie comme levier pour réduire les inégalités sociales et les inégalités face à l'éducation, pour justement permettre l'ascension, qu'elle soit sociale ou personnelle ou professionnelle, grâce à cette technologie. Et le deuxième levier de ce Tech for Everyone, c'est vraiment la démocratisation de la technologie à la fois d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue inclusif. C'est-à-dire que quand on revient au début, notre leitmotiv, c'était de faire une thérapie pour les enfants atteints de troubles pour leur permettre de mieux s'insérer dans la société. On a testé le produit avec l'anglais, on s'est rendu compte que ça parlait à tous les enfants et donc après tous les apprenants. Et du coup, on s'est dit qu'on allait prendre le truc à contre-pied, qu'on allait faire une application pour tout le monde, mais qui allait prendre en compte les besoins des enfants atteints de troubles de l'apprentissage. Donc on s'est entouré d'ergothérapeutes, de psychomotriciens, et du coup au niveau de la pédagogie, on utilise la police handicap qui est utilisée par les orthophonistes, on met chaque mot d'une couleur différente afin de bien différencier. Après, le triptyque de notre
de notre pédagogie, c'est bien évidemment, comme je le disais, l'immersion, l'interaction et la répétition. Et tous ces leviers permettent en fait une prise en main facile des enfants, qu'ils aient des troubles de l'apprentissage ou non. Ensuite, si on doit revenir vraiment sur la pédagogie, donc on a parlé des études scientifiques qui prouvent l'intérêt de l'immersion. Moi, de mon expérience, de ma maigre expérience, j'ai un peu voyagé, je parle 5-6 langues. Mes parents m'envoyaient au Maroc pour en totale immersion chez la famille, et du coup je me retrouvais dans des contextes de langue étrangère sans pour autant savoir parler la langue. Et du coup, je me suis retrouvé à apprendre sur le tas. Et j'en ai tiré quelques conclusions. En fait, la conclusion, d'une manière totalement pragmatique, sans rentrer dans des concepts scientifiques ou autres, des cours de langue que j'ai eus dans ma vie, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'étude de texte. On va utiliser des situations, principalement sous forme textuelle, pour en sortir du vocabulaire. En gros, la première phase d'un apprentissage d'une langue, la première dimension, on va dire, c'est l'apprentissage, la lecture d'un texte, ou l'apprentissage par exemple d'un poème, à travers lequel on va lire en groupe avec le prof, et duquel on va sortir des mots de vocabulaire qu'on va décortiquer, qu'on va expliquer. Ensuite, la deuxième dimension, c'est la grammaire. La grammaire, c'est un peu la mécanique. C'est-à-dire qu'à travers le vocabulaire et les règles grammaticales, on va pouvoir monter des phrases et les structurer pour structurer justement le langage. Et la troisième étape, c'est l'expression. Fût-elle écrite ou orale, c'est ce qui va nous permettre en fait de prendre le vocabulaire, de le mixer avec la grammaire, de structurer des phrases et de pouvoir les formuler pour atteindre le but ultime de l'apprentissage d'une langue, qui est la communication. Et si on va plus loin, on se rend compte d'une chose, c'est que, en fait, si on veut aller sur le fonctionnement purement mécanique du langage, si on pose les choses de manière simple sur la table, eh bien, quand je parle une langue, eh bien, mon cerveau pense à quelque chose. Je pense à un mot et je vais essayer de le formuler. Donc, il va y avoir un cheminement en fait entre mon cerveau et ma langue. Et du coup, ma langue va prononcer. Mais après, il va y avoir un aller-retour pour chercher le deuxième mot dans mon cerveau et le restituer encore. Et c'est là en fait que s'opère une mécanique qui va se fluidifier, notamment à travers la répétition. Et c'est là qu'on rentre dans une certaine gymnastique. J'ai eu des profs dans ma vie qui nous ramenaient un par un au tableau et qui nous faisaient répéter 25 fois la phrase. Une phrase qui va inclure de manière insidieuse à la fois un mot de vocabulaire, une tournure grammaticale. Et du coup, en fait, à force de la répéter, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, par exemple en français sur les participes passés, eh bien on va se rendre compte en fait que en écrivant l'accord quand le COD est avant le verbe, avant le complément, pardon, non, avant le participe, pardon, dans le passé composé, eh bien même s'il y a l'auxiliaire à voir, à force de l'avoir écrit, je vais me rendre compte qu'en fait, j'ai réussi. Donc voilà les piliers en fait de notre expérience sur lesquels se fonde la pédagogie de Mirabeau. Et du coup, l'immersion apporte un plongeon dans un environnement qui va permettre de stimuler le cerveau et de le mettre en fait dans les meilleures dispositions. Ensuite, l'interaction, ça va permettre à l'apprenant d'être acteur de son processus d'apprentissage et donc de maintenir son attention concentrée. Et ensuite, la répétition, elle va être mécanique et elle va permettre à l'enfant de s'exercer pour provoquer en fait des automatismes dans sa formulation de langage et plus tard dans son expression. Alors, ça, c'est le côté pédagogique. Sinon, sur le côté développement de l'application, on avait un prototype. On a essayé d'avancer sur les circuits paramédicaux, sur les circuits scolaires, mais on s'est rendu compte que c'était difficile. Sur la pédagogie, le curriculum, c'est le grand mot au niveau des programmes scolaires. Il y a les garants du système scolaire que sont les académies, les prescripteurs. Donc, c'est pas une question, en fait, c'est pas une critique négative dans le sens où il y a des barrières à l'entrée, mais c'est plutôt une question de notre côté en tant que jeune start-up, d'un besoin de pragmatisme qui va nous permettre une agilité et un développement qui va nous permettre en fait de rencontrer nos utilisateurs, et aussi un manque de moyens. C'est-à-dire quand on est une petite start-up, il faut se dépêcher, il faut faire en fonction de ses moyens, et il faut avoir du résultat rapidement.
Du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait une porte qui était intéressante pour nous. C'était en fait le monde du jouet. Le monde du jouet éducatif, c'est un monde dans lequel on va moins avoir à montrer patte blanche sur les résultats éducatifs. C'est un monde dans lequel en fait les parents vont acheter un produit pour leur enfant parce que ils le testent, ils voient l'intérêt et du coup ils adhèrent et l'enfant joue, et sur lequel il y a une certaine valeur ajoutée. Du coup, c'est le chemin qu'on a pris avec Mirabeau. On a testé sur le marché, on a testé avec des acheteurs, on avait d'abord testé avec des utilisateurs finaux. Donc on a fait les salons Startup for Kids, on a testé sur 500 élèves, 500 enfants, donc il y avait à la fois des familles et des écoles. Et on s'est rendu compte en fait du besoin qu'il y avait. Et c'est ce qui nous a permis d'accélérer sur ce sujet et après de lancer commercialement au niveau du monde du jouet, donc principalement en online. Et ça nous a permis en décembre 2020, 2 mois après le lancement, en pleine période de Noël, d'être numéro 1 des ventes sur Amazon. Et du coup, on a eu un succès relatif, mais quand même significatif sur le premier lancement. Et ça nous a permis après de développer des synergies, une fois qu'on avait prouvé à ce niveau-là, de signer des partenariats, de remporter des appels à projets de l'éducation nationale pour lancer des expérimentations qui malheureusement au Covid commencent à peine, mais vont se développer sur l'année 2020. Et après, l'idée, c'est de développer cela et de se nourrir en fait des retours utilisateurs pour développer la pédagogie. Parce qu'aujourd'hui, la pédagogie de Mirabeau, c'est une pédagogie qui s'adresse aux 6-10 ans. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en primaire, il y a une grande disparité dans l'apprentissage de l'anglais, qui dépend en fait du professeur, de son niveau d'anglais et de sa capacité en fait à se débrouiller pour enseigner l'anglais. Là, ça commence un peu à changer, mais c'était un peu ce à quoi on s'est confronté. Du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait des enfants dans nos tests qui étaient en CM2, qui étaient en 6e, mais qui avaient déjà un bon bagage en anglais. Et d'autres, en fait, ou plutôt en CP, qui avaient un bon bagage en anglais, parce qu'ils avaient déjà commencé des cours d'anglais. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il y en avait qui arrivaient en 6e et qui étaient totalement démunis. Et en Seine-Saint-Denis, sur les expérimentations qu'on a, les profs, en fait, nous, alors qu'on a un outil qui était destiné aux 6-10 ans, 6-12 ans, en fait, ils arrivent en 6e, 5e, les profs sont tellement démunis qu'ils nous disent on prend ce qu'il y a. On a tellement peu d'outils en fait à notre disposition que tout ce qu'on peut prendre pour bénéficier, capter l'attention des élèves, les impliquer, eh bien on le prend. Et du coup, c'est comme ça en fait qu'on s'est déployé. Et donc après, on a développé un peu ces sujets avec les écoles. Et après, l'idée, c'est de déployer encore sur d'autres sujets, d'autres formations. On a développé la traduction en espagnol. La version française aussi arrive. Et du coup, l'idée, c'est d'accélérer et de prendre d'autres sujets. Ensuite, pour finaliser un peu sur l'aspect pédagogique, comme je le disais, là, c'est un peu large. C'était un produit grand public à l'initial. Et du coup, la pédagogie, c'est une pédagogie en fait qui se veut récréative. L'objectif primordial, c'est d'être complémentaire au système scolaire et de donner en fait confiance aux enfants, leur permettre de prendre une certaine aisance dans la pratique de l'anglais. Comme ça, quand ils arrivent au collège, ils ont un minimum de vocabulaire et ils n'ont pas peur de prendre la parole ou de se frotter à l'anglais. Ce qui est, à mon avis, primordial, parce qu'aujourd'hui, on a un sondage Ipsos en France qui dit que plus de 80% des Français ne se disent pas bons en anglais après le bac. Et quand on calcule après le bac, sachant qu'en moyenne on a 2-3 heures de LV1 dans le parcours scolaire de la 6e à la terminale, ça fait quand même 700 heures d'enseignement. Et du coup, se dire qu'on a seulement 20% de personnes avec un bon niveau après 700 heures d'enseignement, je pense qu'il y a un certain pain point et certaines problématiques à soulever. Et c'est ce dont on s'est rendu compte, c'est que vraiment l'objectif, c'est de déclencher un peu cette prise de parole, de permettre aux personnes de franchir le pas. Parce qu'en fait, après, c'est vraiment en se disant qu'ils peuvent franchir le pas, en essayant, en se trompant, en tombant, en se relevant, qu'ils vont réussir en fait à prendre attache avec l'apprentissage, à se passionner et après à produire tout simplement des résultats. Donc, je ne sais pas où on en est au niveau du temps. Je pense avoir à peu près fait le tour. Je vais revenir à ma liste. J'ai à peu près couvert tous les sujets. J'ai même inclus les vaches. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On se fera un plaisir d'y répondre.
ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer une autre petite vidéo pendant que vous préparez vos questions. Alors, la vidéo, merci Jérémy, la deuxième vidéo, elle est intéressante. C'est la deuxième version de l'application. En fait, la première version de Mirabeau, c'était une version totalement en réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on a un livre de 12 pages, comme vous l'avez vu. Chaque leçon se compose de 12 pages. L'enfant va mettre le casque ou la tablette. Pourquoi on l'utilise sur tablette, c'est intéressant, c'est que quand on s'est frotté aux écoles, ils nous ont dit que l'utilisation du smartphone était interdite dans l'enceinte des écoles primaires. Donc on a développé une version tablette. Comme les écoles sont de plus en plus équipées en tablette, ça leur permet d'avoir une solution pédagogique à moindre coût, parce qu'aussi dans notre démocratisation de l'éducation, l'idée c'est de s'appuyer sur les devices, les dispositifs électroniques, smartphones, tablettes déjà existants. Et du coup, on a fait cette première version. Et là, on a transposé la deuxième version, comme vous le voyez sur la vidéo, en full réalité virtuelle. C'est-à-dire que là, au lieu d'utiliser le livre et de tourner les pages et de répondre aux questions, eh bien, l'enfant est totalement immergé. Donc, pour revenir sur la pédagogie, aujourd'hui, il y a 55 leçons. On a 3 thèmes différents. Le premier thème, c'est le thème pirate, comme vous le voyez sur la vidéo. Le deuxième thème, c'est le thème royaume. Et le troisième thème, c'est le thème animaux. Donc, sur le thème pirate, on va découvrir la famille pirate, on va découvrir l'environnement et l'équipage. Sur le thème animaux, on va découvrir les animaux, mais également les mouvements physiques et les émotions. Et ensuite, sur le thème de la famille royale, on a la famille royale, on a les différents métiers de la cour et on a les instruments de musique. Et donc, à travers ces leçons, une leçon, comme je disais, c'est 12 temps, 12 séquences. Les 3 premières, c'est qu'on fait découvrir un mot de vocabulaire, un nom commun, donc une personne ou un objet. Et en fait, l'enfant, quand il est projeté, il voit devant lui le Pirate Dead, par exemple. Et du coup, le Pirate Dad, pas le Pirate Dead, c'est pas le pirate décédé, mais le pirate, le papa pirate. Et du coup, on utilise d'ailleurs une voix off anglophone avec l'accent américain pour être sûr que voilà, les enfants assimilent de manière instinctive directement le vocabulaire et qui maximise la qualité de leur prononciation. Du coup, je vais vous faire le déroulé d'une leçon. J'arrive, on me présente The Pirate Dad, je le vois devant moi, j'ai une étiquette en face avec écrit The Pirate Dad, donc je peux le lire et je l'entends. Ensuite, j'ai The Pirate Mom. Ensuite, j'ai The Pirate Grandma. Et donc, par la suite, après avoir présenté 3 mots de vocabulaire, là, je vais questionner l'enfant. Et je vais lui dire « Touch the Pirate Dad ». Et du coup, il va avoir 3, donc en immersif, c'est à 360, il va se retourner comme ça. Et du coup, il va avoir 3 personnages différents. Et il va devoir sélectionner The Pirate Dad. Et c'est là que l'enfant, en fait, interagit et est acteur de son processus d'apprentissage. Et du coup, il va sélectionner le bon personnage. On va lui demander The Pirate Mom, et on va lui demander The Pirate Grandma, par exemple. Et là, il voit 3 personnages différents. Et par la suite, donc après ces 6 premières séquences qui sont la première étape de la leçon, on va introduire le verbe et on va complexifier. Donc, The Pirate Dad is dancing, il va le voir. Ensuite, The Pirate Mom is singing. And The Pirate Grandma is counting money. Et du coup, il va voir chaque personnage avec l'activité en fait qu'il fait, le verbe. Et donc, c'est de l'animation 3D. Donc, on a le Pirate Dad qui fait une petite chorégraphie. Et du coup, en fait, avec cet apprentissage multisensoriel, l'enfant assimile directement, associe l'image au mot, au son et à l'idée, et du coup, il apprend en fait de manière totalement instinctive. Et là, on complexifie la chose sur les 3 dernières questions. C'est que là où au début, on posait une question pour identifier le Pirate Dad avec 3 personnages différents, là, il va voir 3 Pirate Dad identiques, mais chacun faisant un geste différent. Le Pirate Dad qui danse, le Pirate Dad qui dort, le Pirate Dad qui marche ou qui est en train de penser. Et là, il va devoir sélectionner parmi les 3 personnages identiques celui qui fait le bon geste. Et du coup, à chaud, parce qu'on n'a pas encore eu la possibilité de faire les études sur le long terme, mais à chaud, quand on fait les tests avec les enfants, des enfants qui ne parlent pas anglais, on se rend compte qu'après une session comme ça de 10 minutes, parce que nos leçons en fait ne dépassent pas 10 à 15 minutes, c'est vraiment un livre de 12 pages, ils apprennent, ils retiennent sur le moment 3 à 4 mots de vocabulaire en moyenne sur les 6. Ce qui est déjà franchement assez prodigieux, assez bluffant pour les professeurs. Et du coup, une séquence, on a des groupes en fait de 5 leçons. On a 3 leçons sur le mode que j'ai expliqué.
Ensuite, on a 2 dernières leçons par unité qui sont un peu de la réactivation des acquis, c'est-à-dire que là où on pose des questions et qu'on présente des mots de vocabulaire sur les premières leçons, la 4e leçon est toujours une leçon en mode yes or no, donc on a 12 questions, is it the pirate dad, yes or no, is it the pirate mom, is the pirate grandma counting money, etc. Et ensuite, la dernière question, c'est différentes animations qui se reprennent sur les 4 premières leçons. Et après, là, sur le déploiement, Jérémy, tu me dis si on a des questions, sur le déploiement en fait, au niveau des écoles, l'idée, en fait, c'est de se baser sur un accompagnement en 3 temps. On équipe, on accompagne et ensuite on autonomise. C'est-à-dire qu'on va se présenter aux différents acteurs. D'ailleurs, il n'y a pas que des écoles, il y a des acteurs associatifs, des gens qui sont dans le soutien scolaire. On a également des centres sociaux. Et l'idée, c'est de leur apporter le matériel. Donc après, qu'ils puissent coupler ça avec des tablettes ou des smartphones. S'il y a des smartphones reconditionnés, tant mieux, ça coûte moins cher. Ensuite, on intervient avec des fiches pédagogiques liées à chaque leçon, à des objectifs pédagogiques, mais également à des animations que l'animateur va produire en fait pour intéresser les enfants. Et ensuite, l'idée, la finalité en fait, c'est d'autonomiser des acteurs éducatifs, qu'ils soient professeurs dans le périscolaire ou dans l'associatif, pour que même s'ils n'ont pas des compétences linguistiques, qu'ils puissent organiser, animer et accompagner les enfants dans l'apprentissage en fait en VR. Et l'idée en fait c'est que sur une session d'apprentissage de 45 minutes, on commence les 15 premières minutes avec l'apprentissage d'une leçon, le professeur ou l'animateur a la fiche pédagogique avec tous les contenus de la leçon, ainsi que quelques exercices qu'il va leur proposer. Il peut leur proposer du pendu, de faire un pendu avec un des mots de vocabulaire. Il peut leur proposer simplement de répéter des choses. Et on peut après s'amuser à faire des exercices. Par exemple, comme je disais tout à l'heure avec la répétition, écoutez, on sait que the pirate grandma is counting money, ça veut dire qu'elle apprend qu'elle compte de l'argent. On va changer le sujet, on va dire the pirate grandma is counting money, the pirate dad is counting money, Redouane is counting money, Jérémy is counting money, et indirectement en fait on va provoquer une fluidification de la prononciation et de la pratique de la langue, et ça va faciliter en fait la locution et l'expression orale des enfants. Alors, Stéphanie nous pose une question. Merci Stéphanie. Donc, qu'apporte le casque de VR ou de RA, d'ailleurs, versus le format tablette? Alors, le format tablette, on l'a fait vraiment dans un sujet de praticité pour les acteurs de l'éducation. Tout simplement parce que, d'une part, il n'y a pas de portable au niveau de l'école primaire. Donc, on s'est dit que si on voulait faire l'école primaire, il fallait proposer une adaptation au format tablette, d'une part. D'autre part, quand on est en famille, on s'est rendu compte que les familles aimaient bien jouer à plusieurs, parce que quand on a la tablette, on n'est pas seul dans son casque. Donc là, les enfants peuvent jouer avec leurs parents. Et du coup, là, je vais mettre mon enfant sur Mirabeau, il va faire 1 ou 2 leçons. Je pourrais